jeune, c'était mal vu quand tu avais juste ce que tu disais, de la jouissance Ouais. entre deux hommes. C'est que tu pouvais coucher avec le maître et l'élève, dans le sens que tu possédais l'élève. Ouais. Et même un truc d'esclavage, c'est compliqué. C'est vraiment ancré là-dessus, c'était très mal vu, je pense, de l'homosexualité normale, en fait. Ouais, je pense que tu pouvais pas être en couple entre deux mecs, quoi. Ouais. Mais bon. Les mignons. Tu peux avoir des mignons. Tu peux avoir des mignons, ouais. Des petits courtisans. Du coup, on prend sur ta question, François, que tu pouvais clarifier, je pense. Je sais même plus c'est quoi ma question. Sur la Belgique, je crois. Parce que tu penses que les Belges sont moins homophobes que les autres. Ok. Non, c'est ça, je me souviens de ma question qui était. C'est la question parce que maintenant, d'après moi, ce que je lançais, c'est LGBT, il y a quand même beaucoup de trucs dedans, ce serait cool de rappeler lesquels. Et de me dire, est-ce que ces luttes ont avancé d'un coup, ou bien est-ce que l'une a fait avancer l'autre, ou bien est-ce que. En fait, ouais, elles se sont entraidées, mais c'est pas tout en même temps du tout, non. D'ailleurs, on rajoute des lettres régulièrement. Pourquoi ? Parce qu'on essaie d'inclure plus de diversité, plus de nuances, plus de personnes qui n'ont pas été incluses pour ce qu'elles sont vraiment. Ouais. Et avant, tout s'appelait homo, ou tout s'appelait même gay, donc plutôt les hommes. Alors on oubliait un peu les femmes lesbiennes ou les personnes bisexuelles. Et puis les personnes trans étaient considérées comme une espèce de gay bizarre, alors qu'en fait c'est tout à fait une autre chose. Ou bien les personnes intersexes, encore autre chose. Donc la personne intersexe, c'est clair ou pas ce que c'est ? Parce que parfois les gens ne captent pas trop. On respecte quand même. Donc en fait, en général, en médecine, on a tendance à parler de mâle et femelle, qui sont deux fonctions reproductives, deux sexes, comme chez les animaux, et qui s'emboîtent pour faire des enfants. Ouais. Et pas que pour faire des enfants d'ailleurs. Et donc, pour le plaisir aussi. Pour le plaisir aussi. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les êtres humains, il y a aussi des animaux qui baissent pour le plaisir. Et du coup, en général, on a classifié les êtres humains entre mâles et femelles, donc vraiment de manière biologique, en projection comme avec les animaux. Sauf qu'en fait, et chez les animaux et chez les êtres humains, il y a plus de possibilités que ça. Donc en fait, il y a des personnes qui n'ont pas... En fait, le sexe est défini par pas mal de trucs, par le squelette, parce que le squelette est différent, par les chromosomes. Donc on dit qu'XY c'est un homme et XX c'est une femme, mais en fait, un mâle et une femelle, mais en fait, tu as des XXY, XYY, XXX, tu as plein de possibilités. Sauf que ça se voit pas forcément, mais en fait les gens ont différents sexes chromosomiques. Ouais. Tu as le taux hormonal, donc pas tout le monde a de la testostérone, de la progestérone et de l'estrogène, mais sauf que tu as différents dosages. Tu as des femmes avec beaucoup de testostérone, donc qui sont plus poilues par exemple, et à un certain stade tu as une forme d'intersexuation aussi. Et tu as aussi l'épigénétique. La génétique et l'épigénétique, c'est un peu compliqué, mais si tu veux... maintenant, il y a un truc qui est hyper à la mode, c'est les gens qui font leurs tests génétiques et qui envoient leur ADN dans les laboratoires américains et qui leur disent « Ah, vous êtes à 50% d'Autriche, à 20% d'Afrique du Nord. » Et en fait, ce truc-là, ça repose sur l'épigénétique, c'est-à-dire l'influence que le monde extérieur a sur tes gènes. Et donc, les personnes qui vivent au Maroc, à telle région du Maroc, ont telle température, telle alimentation, telle plante dans l'atmosphère, tel air, tel truc, et ça a des conséquences sur leurs gènes. Et donc, si tu as un échantillon de 10 000 personnes qui ont tous le même truc, tu te dis, eux, ils viennent tous de la même région. Enfin, tu repères les régions d'où viennent les gens en fonction de l'épigénétique, Et donc, l'épigénétique, c'est aussi sexué. Donc, les mâles et les femelles n'ont pas la même chose, et les personnes intersexes non plus. Et donc, en vrai, jusqu'à présent, mais on pourrait avancer, à mon avis, plus, mais on a repéré 46 formes d'intersexuation, et donc 48 avec le mâle-femelle qu'on appelle diadique, c'est-à-dire en gros 100% mâle, 100% femelle. Et entre ça, il y a un continuum de 46 possibilités, mais sûrement plus que ça. Et dans les possibilités les plus connues dans les médias de plus en plus, ce qu'on appelait avant les hermaphrodites, c'est les personnes qui ont un vagin et un pénis, par exemple. Ouais. Ou bien un homme qui va avoir une poitrine féminine à l'adolescence. Moi, je travaille avec des réfugiés qui avaient ce genre de choses. Ou bien une femme, ce qu'on appelait les femmes à barbe avant, ça s'appelle l'hirsutisme. Enfin, voilà, donc, c'est des formes d'intersexuation. Et donc, nous, on milite pour que les personnes intersexes soient reconnues comme des personnes
intersexes, et pas des êtres bizarres, mais des êtres tout à fait normaux, qui font partie de l'échantillon possible d'êtres humains, comme avoir les yeux bleus, comme être roux, comme voilà. D'ailleurs, il y a pratiquement autant de roux que de personnes intersexes, 1,7% de la population. Et les personnes, voilà, et donc du coup, les personnes intersexes, malheureusement, parfois à la naissance, en Belgique encore, ce qu'on voudrait bien interdire, naissent avec un bourgeon génital, c'est-à-dire que le clitoris et le pénis, c'est le même organe. Ouais. Mais quand tu te développes en femelle, ça devient un clitoris. Quand tu te développes en mâle, ça grandit et ça devient un pénis. Mais il y a des personnes qui sont entre les deux. C'est pas la majorité des personnes intersexes, hein, les personnes qui sont entre les deux. Donc qui ont un grand clitoris ou un petit pénis, au choix. Okay. Sauf que les médecins ne savent pas quoi faire avec. Et donc en général, ils coupent cette partie du corps en se disant ben, on va faire une fille avec, parce qu'elle a un trop grand clitoris, mais hop, alors que cette personne est intersexuée et pas forcément femelle. Et ensuite, ils vont ouvrir le vagin de l'enfant, c'est vraiment vrai, ça se passe en Belgique en 2021, pour, au fur et à mesure qu'il grandit, pour que ça suive, quoi. Donc en fait, il y a des opérations vraiment hyper violentes sur les enfants intersexes pour qu'ils se conforment à un sexe précis. Sauf qu'en fait, ces personnes-là pourraient naître totalement comme elles sont, absolument pas toucher leur corps, les laisser grandir, les laisser avoir 18 ans ou je sais pas quel âge, et choisir, bah, écoute, moi je me sens plutôt ça. Ou j'ai envie d'intervenir sur mon corps en faisant quelque chose, ou pas. Mais en tout cas, là, les enfants n'ont pas le choix, parce qu'en général, les médecins disent il faut absolument intervenir, et que les parents suivent, parce qu'ils sont un peu les boules, ils disent ok, mon enfant a un problème, et donc du coup, on intervient. Et donc, c'est dingue. Oui. Donc c'est les personnes I de LGBTQI+. Ouais. C'est les personnes intersexes, voilà. Mais du coup, je trouve ça tellement dingue que j'ai oublié ma question. Mais ouais, je trouve ça complètement dingue. En 2020, c'est toujours ça. Ben oui, parce que c'est une médecine qui est très normée, quoi. Donc il faut que les gens rentrent dans des catégories. Sinon, on est perturbé et ça ressemble à quoi? Ouh là là, c'est bizarre, une femme avec trop de poils, ou un mec avec des seins, ou qu'est-ce que c'est? Du coup, il faut rectifier. Alors que c'est des formes d'êtres humains tout à fait valables. À fond. Mais enfin, je vais faire un petit peu parce que là ça m'a gonflé. En fait, je savais pas du tout que ça, je savais pas du tout. C'est animé. Ouais. Mais en vrai, non, mais là ça m'a vraiment. Faudra juste couper le montage parce que ça m'a juste. J'ai reçu une information dont je connaissais pas et qui m'a assommé. Tu vois, je trouve ça dingue en fait que quand même que les gens se permettent de faire des trucs pareils. Ben oui, mais les médecins se croient super puissants. D'ailleurs, on le voit crever en ce moment. Hein, tu savais ça, toi? Oui. Avec la crise sanitaire où le médecin devient le roi, quoi. Il y a toi qui savais pas. Tu savais, toi, sérieusement? Quand les médecins pouvaient couper les enfants. J'ai un cours sur la discrimination. Bon, ok, je suis sûr. Ah bah voilà. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui vont me regarder. Voilà, il y a plein de gens qui savent pas. Non, mais c'est ça. Mais moi, je dirais pas. Et en vrai, je trouve ça. Mais c'est intéressant, je trouve ça hyper intéressant et il faut juste que je rebondisse. mais je passe. Non, j'ai reçu ça comme une information un peu dingue. Et donc les personnes trans, on en a parlé avant. Et il y a aussi le Q de queer dans le sigle. Alors ça, nous on le fait en Belgique, mais genre c'est pas partout. Au niveau européen, on met pas le Q. Et c'est un mot américain pour dire bizarre, tu vois. Chelou, c'est un peu un langage de la rue américain, et donc personnes queer, c'est les personnes pas normales, quoi, hors catégorie. Et au fur et à mesure, les personnes se sont réappropriées un petit peu ce stigmate-là en se disant ah ben moi je veux bien être queer, je veux bien être bizarre, ça me plaît. Si je sors du carcan traditionnel, papa, maman, enfant, et donc les personnes se revendiquent queer, et donc on l'a rajouté pour ouvrir les possibilités. Ouais. Mais donc tu peux être queer parce que t'es bizarre. Ouais, t'es pas. Mais du coup, nous, on dirait quoi? On dirait quoi puisque le mot bizarre, il est quand même bizarre. De quoi? On pourrait dire un truc autre chose que bizarre. Enfin, bizarre, ça se dit un peu négatif. Oui, mais justement, c'est une réappropriation du mot pour le positiver, quoi. Pour dire on aime bien le bizarre. Si bizarre, c'est être contre les formes traditionnelles de système de société. Bon, on veut bien être transgressif, être rebelle, être bizarre, quoi. Ouais, mais je vois. Mais être anarchiste. Mais ça date de combien de temps? Mais c'est ça la question que je me posais tout à l'heure. J'ai l'impression que. Je vais passer de maniaque là-dessus, mais j'ai l'impression que ce que c'est. Maintenant, il y a plus d'ouverture sur la question de l'identité. Et c'est ça que je te demandais tout à l'heure, enfin, hier, mais est-ce que quand on parle de. J'ai l'impression que quand on parle d'identité, on parle tout de suite de sexualité. Ce qui est quand même des choses différentes. Oui, ben, dans le sigle, c'est des choses différentes. Hein, parce que LGB, c'est des
LGB, oui. C'est des personnes, c'est l'orientation sexuelle, donc qui tu aimes, par qui tu es intéressé sexuellement. Et ça va pas toujours ensemble d'ailleurs. Et donc aimer et être attiré sexuellement, ça va pas toujours ensemble. Et le T, c'est l'identité de genre, c'est les personnes, c'est le comment tu te ressens, quel genre tu veux utiliser, et comment tu te définis, quoi, et comment tu es perçu par la société. Mais c'est pas avec qui tu baises. Genre les personnes trans, elles peuvent être hétéro, homo, bi, ou ce que tu veux. Ouais. Et les personnes trans sont pas forcément homo ou... Enfin, une femme trans n'est pas forcément intéressée par les hommes, parce que c'est une femme, tu vois, ça dépend complètement des personnes. Ouais. Est-ce que, enfin, moi, je me vois, en fait, c'est peut-être que je suis dans un cocon, hein, mais j'accepte l'idée, mais je vois de moins en moins, enfin, je vois pas beaucoup de personnes trans dans mon entourage, dans la vie de tous les jours, et c'est souvent une question que je me suis beaucoup posée, c'est qu'en vrai, se dire que je sais pas combien de population il y a de personnes trans. Bon, on estime 3%, mais c'est difficile à dire. Mais... Et en fait, on n'en voit nulle part. Bah, moi, j'en vois nulle part. Peut-être que je suis dans le cocon. J'ai beaucoup vu. Mais parce que moi, c'était mon travail, mais... Enfin, je travaille avec les personnes LGBTQI+, dont les personnes trans, mais donc... et même, j'ai eu des demandeurs d'asile, des demandeuses d'asile avec qui j'ai travaillé, qui venaient de tous les pays du monde. Oui, mais c'est ça. Quand j'étais à la plateforme Citoyenneté Réfugiés, j'étais en contact avec pas mal de personnes trans, mais dans la vie de tous les jours, j'en vois nulle part. Enfin, tu vois, il y a... Eh ben, il faut les rencontrer. Mais du coup, alors il y a des personnes trans, ça se voit pas qu'elles sont trans déjà. Donc ça veut dire qu'elles ont, soit elles ont fait une transition de genre, donc elles ont évolué physiquement, mais ça se voit pas. Soit elles n'ont pas à toucher leur physique, elles n'ont pas changé physiquement, mais elles ont juste changé de pronom ou de prénom. Et si tu les connais pas, tu le sais pas. Ça dépend complètement des gens, mais c'est pas une énorme partie de la population. Donc voilà, mais il y a quand même pas mal de personnes trans, mais il commence à y avoir des personnes trans célèbres. Maintenant, dans le gouvernement belge, la vice-première ministre Petra de Sutter-Groen, c'est une femme trans. C'est la première fois que... Ouais, mais moi j'ai vu cette info. Après, il y a un moment donné où une femme trans est dans un gouvernement dans le monde. Et donc, et moi, elle travaille au 3 étages plus haut que moi. et donc, voilà, donc, c'est aussi une question de visibilité, quoi. Mais c'est des personnes qui n'ont pas accès à la visibilité et pour qui la vie est assez compliquée parce que le monde est très très normé, donc très violent. Et donc elles sont beaucoup critiquées, beaucoup insultées, beaucoup harcelées. Et aussi une image très sexualisée qui est faite des personnes trans. Et donc du coup, elles ont l'espace public leur est un peu hostile, enfin c'est en général même très hostile. Et donc du coup, c'est des personnes qui sortent pas forcément facilement, ou bien que tu croises pas à n'importe quelle heure, n'importe où, mais dans le monde LGBT, elles sont quand même fort présentes, les personnes trans dans les soirées, de plus en plus, heureusement. Ouais. Mais il faut que l'espace c'est pas hyper safe pour ces personnes-là. Et du coup, parce que c'est ça que je me suis dit, c'est en tant que minorité, du coup ça s'organise. Enfin, je pense que les gens restent entre eux, ou pour une personne qui se découvrirait lesbienne ou machin, ou bien, c'est quoi le parcours? Eh ben, t'es pas obligé d'aller dans la communauté parce que t'es pas obligé de vouloir voir des gens comme toi, mais c'est assez confortable parce que t'as pas dans la communauté, t'as toujours des problèmes au sein de la communauté évidemment, mais parce que les problèmes de patriarcat, de racisme, de classe sociale, etc., ils se retrouvent aussi chez les LGBT évidemment, mais mais tu peux quand même voir un peu des gens comme toi, et c'est quand même hyper rassurant. Enfin, moi, au début, ça me stressait, et maintenant, j'adore vraiment voir des gens comme moi. J'adore aussi voir d'autres genres, mais je veux dire, c'est très agréable d'être entre personnes LGBT et de ne pas se poser de questions, de ne pas devoir analyser le regard des autres, de ne pas avoir des questions de merde aussi, parce que ça arrive. T'as l'impression que les communautés sont différentes, les communautés hétérosexuelles et les communautés homosexuelles? Oui, parce que la communauté homosexuelle, c'est une marge, et la communauté hétérosexuelle, c'est le centre. Tu vois. Donc la marge, elle tourne autour du centre, et le centre, il se connaît bien en tant que centre, mais il ne connaît pas les marges. Et les marges, elles connaissent très bien le centre, parce qu'elles le voient toute la journée et qu'elles sont confrontées. Donc nous, on vit dans un monde hétérosexuel, majoritairement. Donc on les connaît, les hétérosexuels. On regarde tous les films, on regarde Titanic, on a pu se regarder. Donc on sait comment ça marche, voilà. Mais par contre, très très peu d'hétérosexuels ont regardé des films d'homosexuels. C'est quoi comme film J'en sais rien, Brokeback Mountain, j'en sais rien, je l'ai même pas vu, mais donc il y a des trucs comme ça. Non, je l'ai pas vu. Ok. Mais est-ce qu'il y a, parce que c'est une question que je me posais, est-ce qu'il y a du coup de l'art gay? Ouais, oui, bah oui. Genre quoi?
est-ce qu'il y a la culture gay, quoi, la culture LGBT, quoi. Il y a des artistes, des gens qui écrivent, des gens qui font différents Mais comme qui? Je sais pas, Virginie Despentes. Tu connais pas Virginie Despentes? C'est une autrice lesbienne française qui est assez incroyable. Paul Preciado, qui est un mec trans français, qui a écrit des trucs super. Il y a des chaînes YouTube ou un truc à suivre? Ça, je sais pas, tiens. Des chaînes YouTube, moi je regarde pas trop les trucs comme ça, mais il y a des grandes figures. RuPaul, c'est une femme trans noire américaine qui est hyper célèbre. Enfin, t'as plein des grandes figures comme ça. Et puis des encore plus vieilles avant. Marsha P. Johnson, c'est une femme noire trans qui a lancé les premières émeutes à Stonewall, à San Francisco, qui a créé les premières Pride, quoi, dans les années 70 ou 60, je sais plus trop. Est-ce que tu trouves pas que la Pride, justement, elle est un peu devenue... J'ai l'impression que la Pride est devenue un peu... Elle est devenue quoi? Mais oui, commercial ou politique ou... commercial ou politique. Espèce de gay watching ou un truc pareil, je sais pas comment on pourrait dire. Pink washing, ouais. Mais c'est un truc... t'as pas l'impression d'aller... Et peut-être que justement, c'est ça le côté... Peut-être que parce qu'on est plus progressiste, je sais pas, c'est une question, mais peut-être que du coup on n'a pas besoin de lutter contre ça, on a l'impression, au moins l'impression de ne pas avoir besoin de lutter contre ça. Et du coup on y va juste en représentation. Oui, mais c'est déjà vachement bien d'y participer parce que en fait la Pride, moi avant j'étais un petit peu réfractaire au principe, parce que je trouvais que c'était un petit peu... je comprenais pas très bien ce qu'on fêtait, et en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment une célébration de la différence entre guillemets et des personnes LGBTQI+. Moi j'ai été avec des groupes de demandeurs d'asile où ils étaient genre 40-50, de personnes originaires du monde entier, surtout du monde arabo-musulman et d'Afrique subsaharienne, et en fait ces gens-là n'avaient jamais vu une réunion avec autant de personnes qui soutiennent les LGBTQI+, et qui célébraient, en plus il y a une année en 2017 en Belgique où c'était pour les réfugiés, d'ailleurs la Pride c'était le thème de l'année, et du coup ils étaient vraiment accueillis en héros, et eux ils viennent d'un pays où on voulait les tuer, les mettre en prison, et ils se disaient mais c'est incroyable comment ça peut exister, tout le monde les vénérait, c'était des moments vraiment incroyables et vraiment hyper émouvants. Mais au-delà de ça, tu as raison, maintenant tous les partis politiques, la NVA veut participer à la Pride chaque année, et c'est toujours un gros débat. Et en fait la NVA, ce qui est compliqué, c'est qu'elle n'a pas textuellement de trucs contre les LGBT, très peu, quoi. T'as un peu trop Franken qui part en live, mais franchement la NVA a même fait évoluer les lois pour les personnes trans par exemple. Donc la NVA en fait elle n'est pas trop critiquable là-dessus, elle est critiquable sur le racisme etc, mais sur les LGBT c'est dur de trouver un truc pour l'attaquer, ils font exprès d'être hyper clean là-dessus, et donc ils disent quoi, on n'a jamais rien fait contre vous, pourquoi est-ce qu'on peut pas venir à votre fête, et donc c'est toujours un méga débat. Alors les autres partis, tu vois, après si on dit on interdit la LVA, alors on interdit aussi le MR qui pendant très longtemps avait un gros problème avec ça, et d'autres partis, le CDH je crois même pas qu'ils viennent en fait, si, ils étaient là. Et t'as à côté PTB, Écolo, PS qui ont beaucoup plus fait pour les LGBT depuis le départ et qui ont toujours été beaucoup plus pro-LGBT, et qui eux sont un peu humiliés, un peu fâchés d'être mis avec la NVA dans le truc en disant putain nous on se bat depuis des années pour votre truc et vous invitez ces mecs qui n'ont jamais rien fait pour vous, donc c'est super compliqué. Et en même temps l'idée sur laquelle on était arrivé finalement, c'est d'inviter aucun parti. On disait voilà, c'est pas un endroit pour les partis politiques, genre en France il y a très très peu de partis politiques à la Pride, il y a un petit peu mais ça s'arrête à La République en marche. Mais qui dirige la Pride? Qui gère... C'est une SBL, une association qui s'appelle Pride, et dedans, donc il y a des employés, et il y a les 3 coupoles LGBTQI+, de Belgique, donc Arc-en-Ciel Wallonie en Wallonie, Savaria en Flandre et la Rainbow, où je travaillais avant, à Bruxelles, et là on envoie chacun 2 personnes dans le conseil d'administration, et donc chacun vaut un tiers des voix. Et c'est une guerre incroyable, d'ailleurs je pense que cette année, alors peut-être pas à cause de la Covid-19, mais comme l'année dernière, mais je pense que la Flandre va se retirer de la Pride. Pourquoi? Parce que la Belgique francophone ne veut plus que la NVA participe, et la Flandre veut absolument que la NVA participe. Et donc c'est un gros débat, et la Flandre dit mais si on se fâche avec la NVA, ça représente... Attends, parce que j'essaie de comprendre. Du coup, redis ce que tu viens de dire. Les Belgiques francophones est mal à l'aise de la présence de la NVA, la partie wallonne et la partie bruxelloise du conseil d'administration.
La Rainbow, où je travaillais, s'est prononcée plusieurs fois contre le fait que la NVA participe à la Pride. Elle s'est fait insulter pendant des mois par des personnes flamandes sur tous nos réseaux. Mais en dehors de leur côté raciste, il n'y a pas de raison en fait qu'ils ne soient pas à la presse. Ben, oui, en fait, après l'argument, c'est antidémocratique de ne pas faire participer la NVA parce que la NVA est un parti démocratique qui a X% d'élus. Ouais. Et ce qui est un peu vrai, mais en même temps, tu es là, oui, mais en même temps, ils défendent des valeurs qui ne sont pas les nôtres, par exemple, les valeurs de droits humains en général, c'est aussi les valeurs de lutte contre le racisme. C'est aussi des valeurs pour soutenir les personnes immigrées ou demandeuses d'asile, etc. Ouais, mais tu es le premier à dire qu'est-ce qu'ils font, ils ont fait avancer certaines choses. Ben oui, eux, ils jouent un jeu hyper malsain et hyper subtil de soutenir les LGBT contre, et tout en agressant les personnes d'origine étrangère ou immigrées ou demandeuses d'asile ou musulmanes, et disent, ben voilà, donc nous on soutient les LGBT, mais par contre pas... en oubliant qu'il y a plein de personnes, comme mon propre mari, moi je suis marié avec un Marocain qui est de confession musulmane, qu'il y a aussi des personnes qui sont musulmanes, immigrées et homosexuelles. Mais donc, eux, ce qui les intéresse, c'est de capitaliser sur les droits LGBT, et beaucoup de gens en Europe commencent à faire ça, commencent à comprendre. Il y a même phénomène avec les personnes juives, où tu as le Front National, enfin ça s'appelle Rassemblement National maintenant, qui tout d'un coup s'intéresse du sort des juifs. Alors que Jean-Marie Le Pen a toujours balancé sur les juifs. Maintenant, sa fille dit « Oui, mais attention, dans certains quartiers, on ne peut pas être juif. » Comment ça t'intéresse, les juifs, en fait? Et donc, du coup, et on ne peut pas être homosexuel. Et donc, en fait, c'est une nouvelle... Ça s'appelle l'homonationalisme, c'est une nouvelle manipulation du truc. Et donc, la NVA, voilà... L'homonationalisme? L'homonationalisme, ça s'appelle. Ça veut dire du nationalisme sur le dos des homosexuels, quoi, en utilisant... Okay. Ça marche assez bien, par ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'homosexuels qui rentrent dans le panneau, surtout des mecs gays blancs, et qui se disent « Oh putain, je suis en danger avec les musulmans, ou je suis en danger avec telle mouvance, machin », et donc se rallient à des partis plus à droite ou plus extrême droite. Et donc tu es marié? Ouais, je suis marié. Mais souvent on a l'impression que les homosexuels c'est souvent moins... Moins mariés? Ouais. Les homosexuels se marient moins, mais divorcent moins aussi, figure-toi. Mais donc, parce qu'à mon avis, ils réfléchissent plus avant de se marier. Mais... Ah, ils se divorcent moins? Ils divorcent 3 fois moins. Je savais pas du tout. Mais ils se marient beaucoup moins. Donc en fait, les gens qui se marient le font vraiment parce qu'ils veulent se marier, parce qu'on n'a aucun intérêt à le faire, à part un petit peu éventuellement financier en fait. Et je vous sers. Allez, volontiers. Je trouve que la conversation tourne bien. Et le rythme est bon. Le rythme est bon. Ça s'accélère, je trouve. Il faut ralentir. Non. Et les personnes hétérosexuelles se marient beaucoup plus par tradition. C'est-à-dire que tu rencontres la femme de ta vie, enfin une femme qui te plaît, faut se marier, en 2-3 ans t'es marié, heureusement ça évolue. Ouais. Ce qui est un peu marrant chez moi, c'est que mes 3 fils, mes 2 frères sont en couple mais pas mariés, il n'y a que moi qui suis marié. Mais ils sont hétéros tous les deux. Comme quoi c'est pas génétique. Merci. Et donc du coup bah, les personnes qui sont homosexuelles et qui veulent se marier doivent vraiment faire l'effort. Enfin, elles ont vraiment envie de le faire. Ouais. Moi, je suis pas marié pour ça. Je suis marié parce que mon mari était sans papier. Et donc, pour le régulariser, on s'est marié. Ok. Donc, il était sans papier depuis 3 ans quand j'ai rencontré. Et pour pas qu'il soit expulsé, on s'est marié quoi. Après 11 mois. Bah, je l'aimais. Oui, mais je ne serais pas marié s'il fallait pas. Oui, c'est ça. On serait resté un couple normal. Enfin, on serait resté un couple non marié. Il n'y a pas de souci. Et c'était facile le mariage? Ben non, parce qu'il te justifiait pourquoi est-ce que tu te mariais avec quelqu'un sans papier. Ok. Et donc, tu as une enquête de police qui vérifie que tu es bien en couple, que tes voisins sont bien au courant que tu es bien en couple. C'est vrai? Ouais. Ton proprio, c'est bien au courant. Alors, nous, t'as vécu ça, toi? T'as vécu ouais. Excellent. Alors, je sais pas où cette interview va aller, mais en fait, nous, on vivait pas ensemble et on devait vivre ensemble normalement. Donc, on avait 2 appartements très très proches. Ouais. Et donc du coup, je faisais semblant que je vivais chez lui. Donc la police est venue chez lui. Il m'a appelé, je suis débarqué comme s'il habitait là. Et il avait laissé 2 brosses à dents. On a la même taille, le même âge. Les vêtements, tous ses vêtements à lui, mais il avait séparé ma part et sa part, mais bon, c'était à lui. La même pointure de chaussures et tout, trop facile. Et donc le policier a vérifié qu'il y avait bien des affaires de 2 personnes. Le policier était un peu gêné parce que c'était un vieux policier flamand comme ça, de Scarbeck.
Et voilà, on voyait bien qu'il était mal à l'aise d'être ces deux homosexuels, quoi. Mais donc il ne s'est pas trop posé des questions intimes non plus. Mais parce que normalement, tu poses quand même qui dort de quel côté du lit. Enfin, tu vois, il y a même parfois des personnes sans papier avec qui j'ai travaillé qui m'ont expliqué qu'on leur demandait, donc des personnes hétéros, qu'on leur demandait un peu leur pratique sexuelle et tout, quoi. Donc à quelle fréquence que vous baisez, des trucs comme ça. Moi, c'est un des trucs parce que je reviendrai par rapport dessus, mais un truc qui était dingue, c'est que quand j'étais à la plateforme, j'étais en contact avec des réfugiés qui avaient fui leur pays pour des questions d'homosexualité. Et on leur demandait du coup de prouver qu'ils étaient gays, hétéros, LGBT. Ouais. Et comment tu fais pour prouver ça? Alors tu veux que j'explique ça ou tu veux que tu termines l'histoire? Ben, donc, tu avais vite l'histoire, donc du coup, ça c'est pas la même chose, mais donc lui il était irrégulier sur le territoire, il avait un permis de séjour espagnol qui est tombé à échéance, il est resté en Belgique, du coup il était sans papier, et s'il rentrait en Espagne il ne pouvait plus revenir en Belgique, de toute façon il n'avait même plus de permis de séjour espagnol, donc il devait rentrer au Maroc, et du coup la police fait ça, après la police a rendu un avis plutôt positif, en disant il me semble qu'ils sont vraiment en couple, et donc on a été à la commune, devant une dame de la commune qui nous a fait un questionnaire de 4 pages séparément. On devait répondre aux 4 pages et on devait mettre en commun les pages après pour voir si on répondait à la même chose. Et quoi comme question? Ben, comment est-ce qu'il boit son café? Quel café il boit? C'est vrai, ça. Ouais. Et oui. C'est quoi le code d'internet? Qu'est-ce que vous connaissez dans sa famille? Où est-ce que vous êtes rencontrés? À quelle heure? Qui pourrait témoigner? Des trucs comme ça. Quel est son plat préféré? Je sais pas. À quelle heure habitude il rentre du travail? On l'avait répété à crever. Nos potes nous avaient répété. On était vraiment en couple, hein, mais bon, nos potes nous avaient répété parce qu'on ne pouvait pas rater ça, quoi. Ouais, clairement. Et alors après, quand la femme de la commune nous a trouvé très sympa et a validé, mais c'était quand même très étrange comme moment parce que moi j'étais dans son équipe. Enfin, tu vois, je le soutenais lui, c'est pour ça que je faisais ça. Et la dame de la commune... Oui, mais la dame de la commune, elle me disait des trucs genre... Faites attention parce que quand même souvent ils rentrent au bled avec et ils font ça pour les papiers. Je lui ai dit je suis pas dans votre team en fait, donc pas la peine d'essayer de m'avoir de votre camp. Moi je suis avec lui, donc elle essaie un peu de m'aider, le pauvre blanc qui s'est embarqué dans un truc plus gros que lui. Et là je sais très bien ce que je fais, merci beaucoup. Donc c'était quand même un peu particulier. Mais donc après tu fais un regroupement familial, donc il faut gagner maintenant c'est 1 500 € par mois. Ma maman a fait ça aussi, mon cousin a fait ça aussi, pour te dire. Ma maman a fait ça avec un Camerounais et mon cousin a fait ça avec une Turque, donc on connaît bien dans la famille ce principe. Et donc on a fait un regroupement familial, c'est-à-dire que tu dois gagner 1 500 € par mois maintenant, moi c'était 1 300. Tu dois avoir une mutuelle en ordre, tu ne dois pas avoir un casier judiciaire trop chargé, et tu dois avoir un CDI, un truc comme ça, enfin tu dois avoir des conditions pour pouvoir faire venir la personne, entre guillemets, pour que si jamais la personne a un problème, tu la prennes en charge. Parce que mon mari n'a pas eu droit au CPS ni au chômage pendant 5 ans. Okay. Et donc du coup, c'est moi qui devais être chef de famille et prendre en charge tout ce qui lui arrive au niveau sanitaire ou quoi que ce soit pendant 5 ans. Okay. Et en fait, il a toujours travaillé, donc il n'y a jamais eu de problème. Mais... Tu l'as rencontré où? J'ai rencontré dans un fumoir, dans une boîte. C'est vrai? Oui. Bon endroit pour rencontrer. Mais ok. Mais les réfugiés alors, comment est-ce qu'on prouve qu'on est homosexuel? C'est la question. Alors moi j'ai reçu 1500 demandeurs d'asile, un truc comme ça à la Reine Boos en entretien individuel, et j'ai préparé pour le CGRA, le Commissariat Général des Réfugiés et Apatrides. Donc il y a juste à côté le petit château, où il y a l'Office des étrangers, et c'est le centre de dispatching dans toute la Belgique. Et après les gens restent des longs mois dans leur centre, et après ils vont faire un entretien au CGRA pour démontrer qu'ils sont bien dans les conditions d'être réfugiés. Mais sauf que ça dépend évidemment de pourquoi si tu fuis la guerre que tu es syrien, tu dois expliquer d'où tu viens en Syrie. Ok, Alep c'est en danger, tu peux être réfugié parce qu'il y a la guerre. En général, les Syriens, tu as une protection subsidiaire, ça s'appelle, donc c'est 1 an, c'est renouvelable si la guerre continue. Les Irakiens, par exemple, ne peuvent plus être réfugiés pour guerre en Belgique, ce qui est vraiment scandaleux parce que la situation en Irak est catastrophique. Et donc, tu as ça, et tu as la liste des pays sûrs selon la Belgique. Donc, genre, le Maroc est un pays sûr selon la Belgique. Donc, tu peux pas être réfugié marocain. Parce que tout va bien au Maroc, soi-disant. Mais quand tu es LGBT, tu peux quand même être réfugié. Mais tu dois démontrer que tu es en danger, que tu es bien LGBT et que tu es bien la nationalité que tu dis avoir. Donc, pour être sûr que tu n'usurpes pas ton identité, donc tu dois prouver que tu es bien afghan, j'invente. Alors, prouver que tu es bien en danger. Mais ça c'est quand même difficile parce que tu dois avoir des menaces, tu dois avoir